Donc, je m'appelle Stéphane Soumier, animateur économique, au contact le plus possible de l'ensemble de vos évolutions, mais en même temps, quand on vient d'entendre, c'est absolument passionnant, hein, quand on vient d'entendre l'ensemble de ces éléments, c'est vrai qu'on se rend compte que vous allez très très vite. Et Alexandre Bompard, donc toujours des problèmes avec la gouvernance, directeur général PDG de la Fnac. Et on va donc ensemble pendant une demi-heure, et on va essayer de s'y tenir, discuter un petit peu de tout. À commencer par, alors commençons par le commencement, Alexandre Bompard. Quand vous débarquez donc à la tête de la Fnac, quelle année exactement ? En 2011. 2011. Vous faites quel constat ? Dans quel état est l'entreprise dans laquelle j'ai grandi ? Enfin, je regarde les cheveux plus ou moins blancs. Enfin, on doit être un certain nombre. Enfant parisien à avoir grandi dans ces magasins et y avoir appris tout un tas de choses. Dans quel état est-ce qu'elle est, la Fnac, à ce moment-là ? Bon, d'abord, bonjour à tous et merci à la FEVAD de son invitation. Quel est le constat ? Pour le synthétiser, être un peu court, au fond, le constat d'une entreprise qu'on connaît, je crois presque tous, qu'on ait les cheveux blancs ou pas, traversée par un choc, des chocs d'une magnitude exceptionnelle liée à la révolution digitale. Il faut comprendre que pour un acteur de la distribution physique comme la Fnac, la révolution digitale, ça veut dire la transformation complète du modèle. D'abord parce que c'est une nouvelle façon de faire du commerce. C'est pas ici que je vais le dire, évidemment, l'apparition du e-commerce. Quand on se dit qu'aujourd'hui c'est 60 milliards d'euros et 160 000 sites, et qu'il y a encore une quinzaine d'années, c'était rien, vous avez donc, par nature, des nouveaux concurrents. Ils sont illustrés par Amazon, Cdiscount et les autres. La deuxième chose pour nous, liée à cette révolution digitale, et ça c'est une singularité sectorielle, c'est la dématérialisation des contenus. C'est-à-dire qu'au fond, les produits qu'on vend ne se vendent plus de la même manière et disparaissent. Pour vous donner deux chiffres, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, c'est toujours pénible, surtout en fin de journée, mais le marché de la musique, le CD, la vidéo sont des marchés qui ont perdu 50 à 60% de leur valeur en 10 ans liés à cette dématérialisation. Donc la première évolution, c'est Amazon. La deuxième évolution, c'est iTunes. Troisième évolution, c'est la révolution des usages. Au fond, des marchés qui étaient assez stables depuis très longtemps, qui deviennent totalement instables, avec des crises fortes, des marchés de la photo, des PC, de la télévision, avec des acteurs qui disparaissent, des segments de marché qui disparaissent eux aussi. Et puis, on the top de tout ça, des consommateurs qui changent en profondeur, qui ne supportent plus les contraintes de temps et d'espace, qui passent en permanence du physique au digital, qui ne supportent plus les éléments liés à les irritants de magasins. Vous savez, ces trucs qui faisaient qu'avant, vous rentriez, allez, on va dire la Fnac, ça se passait moyen, mais vous vous disiez toujours, je vais quand même y revenir. Ils ne le supportent plus, et donc ils ont des attentes qui se sont rehaussées, liées à la qualité de service d'acteurs comme Amazon, à la qualité de la livraison, à tous ces éléments-là. C'est ça qu'on a face à nous, c'est-à-dire une révolution qui touche la façon de faire de notre métier, des produits qu'on distribue, des clients qui ont des attentes de satisfaction nettement rehaussées, et dans une entreprise qui, traditionnellement, n'a pas la culture du changement, mais qui a des atouts fantastiques, et ça, c'est ce qu'on a essayé de mettre en avant tout de suite, parce qu'elle a une histoire merveilleuse. Alors vous allez me dire, on en a déjà parlé, il y a plein de... Non, je voudrais quand même insister sur la tempête parfaite que vous êtes en train de décrire. Alors, on va parler de vos équipes évidemment, mais excusez-moi sans arrêt, mais forcément vous êtes confronté à ça, parce que et c'est ce qui porte votre marque, à une histoire. Les équipes, en plus, qui sont au cœur de la Fnac à ce moment-là, sont des équipes qui ont grandi, ont vécu, et votre avantage concurrentiel, c'est leur qualité de conseil. Ça aussi, c'est en train d'exploser totalement. Il n'y a plus rien sur lequel vous étiez assis qui fonctionne comme il pouvait fonctionner. Vous avez raison, la révolution digitale, ça veut aussi dire que l'expertise du conseiller est remise en cause. Elle est remise en cause comme toutes les expertises des experts. Vous savez, de temps en temps, j'ai des copains qui m'appellent le samedi après-midi, enfin ils m'appellent moins, donc ça va mieux, qui m'appelaient et me disaient « Oh là là, ton vendeur, c'est vraiment pas ce que ça a été ». Et je leur réponds à chaque fois, je leur demande de me raconter l'histoire, et je leur dis, mais c'est pas mon vendeur qui n'est pas au niveau qu'il a été. Ouais. C'est toi qui rentres dans le magasin avec l'information. Il y a 15 ans, là aujourd'hui on est le 5 juillet, on est près des vacances,
tu partais en Toscane, tu disais, ah, merde, j'ai pas d'appareil photo, tu allais à la Fnac Montparnasse et tu disais, vous avez un appareil qui prend bien la lumière de Méditerranée, et le type vous disait, le Nikon 542F, il est merveilleux, et vous disiez, c'est un génie. Exactement. Aujourd'hui, vous rentrez dans le magasin à la Fnac et vous dites, le 542F, il a été testé à Singapour, là, j'ai lu ça sur Internet, il est moins bien que le 542E. Et donc, l'expertise du vendeur, vous avez parfaitement raison Stéphane, elle est également remise en cause. La révolution digitale, pour nous, ça veut dire tout ça. Le métier, les produits, l'expertise remise en cause. Tout ça est remis en cause par cette révolution-là. Et je crois que dans ce domaine, on est vraiment aux avant-postes. Je crois, ouais. Je crois qu'on est l'entreprise, il y en a d'autres maintenant, mais qui a subi le plus tôt, de plein fouet, toutes ces révolutions-là. Il manquait presque aussi la piraterie. Il y a la dématérialisation de vos contenus, mais il y a le vol pur et simple aussi de vos contenus. Je peux témoigner que quand on était plus jeune, voler à la Fnac était un tout petit peu plus compliqué que ensuite de se lancer massivement dans la piraterie. Bon, vous arrivez. D'abord, c'est un choix, c'est un défi. Franchement, quand on décrit ce que vous venez de décrire, on peut se dire, et on en a discuté, aucune chance. Moi, je pensais l'inverse. Hein, parce que sérieusement, non mais vous aviez qu'est-ce qui, avant de voir la stratégie que vous avez mise en place, qu'est-ce qui vous faisait penser qu'il y avait justement un coup à jouer? Comme on est entre nous et que ça ne sortira pas de cette salle, d'abord, je n'avais pas totalement le même degré de lucidité. Je n'avais pas très bien vu que la révolution digitale, elle touchait tout ça. Non, mais j'avais vu des domaines, mais je n'avais pas vu l'ensemble de la photographie. L'ensemble de la photographie, il faut être dans la maison pour le sentir. Après, moi, j'avais une conviction un peu plus positive pour mon propre cas, c'est que je me disais, voilà une entreprise qui a une histoire, qui a une exceptionnelle base de clients, à l'intérieur de ces clients, une exceptionnelle base d'adhérents, hein, on a 5,5 millions d'adhérents dans le monde, qui a 2 réseaux de distribution, un réseau de distribution physique qui est assez puissant et un réseau de distribution digitale qui est également puissant, qui a un mix produit qui correspond assez bien à l'époque où les contenus se consomment sur des produits techniques. Et au fond, ce mix produit peut être valorisé. Et puis enfin, moi j'aime bien les challenges, j'aime bien les défis. Je me disais, celui-là, si on le relève, on va vraiment se régaler parce que c'est une belle marque française. Moi j'aime bien, vous le savez, on a souvent discuté Stéphane, j'aime bien les belles marques françaises et après, vous lancez la pièce et vous tentez. Quoi. Puis en même temps, si vous le ratiez, personne ne pouvait vous en vouloir finalement. Ouais, je ne serais pas sorti avec le satisfecit général. Bon, alors, quelle première stratégie vous mettez en place à ce moment-là? La priorité, quand vous arrivez... Alors, il y a un truc qu'il va falloir adresser, comme on dit maintenant, en priorité. Quel a été le premier élément à adresser en priorité? La priorité, ça a été de se dire... Est-ce qu'on a une voie alternative à celle des acteurs pure player Internet? Et moi, il fallait faire autre chose. Moi, mon obsession, c'est quand je suis arrivé, il y a tout un tas d'experts qui me donnaient des conseils, comme à tout le monde, et on me disait, il faut vendre tous les magasins et se développer sur Fnac.com. Je me disais, au fond, pourquoi pas, hein, ça s'entend. Ouais, mais je me disais, d'abord, je fais quand même 92% des 4 milliards dans les magasins, donc il va falloir que ça pousse quand même très très vite sur le physique pour que ça soit la même chose. J'ai 19 000 emplois sur 20 000 qui sont dans les magasins. Et sur le digital, il y a quand même 1 ou 2 acteurs type Amazon qui m'ont pas l'air d'être facile à aller chercher. En revanche, je me disais, on a un réseau de distribution physique, on a un réseau de distribution digitale. Maintenant, c'est devenu un lieu commun, ce que je vais dire là, mais il y a 4 ans, je vous assure, quand on a présenté ce plan, ça ne l'était pas. Non. Nous, on s'est forgé la conviction, et ça a été la première priorité, c'est de dire, allez, on va parier sur cette idée de parcours global, de parcours connecté, de parcours où on passe du physique au digital. Au fond, on va essayer de convaincre nos consommateurs, nos clients, qu'ils peuvent chez nous, dans notre écosystème, pour utiliser un terme un peu jargonnant, passer facilement du physique au digital en ayant accès à tous les services qu'offre cette combinaison du physique et du digital par la livraison, par le conseil, par tous les services possibles. Une fois que vous avez posé cette vision qui aujourd'hui est très simple, hein, parce que cette vision omnicanale, tout le monde la développe et tout le monde en parle, vous avez le cap, qui a l'air tout simple mais qui à l'époque ne l'était pas, qui va être la matrice des investissements logistiques, informatiques, des transformations culturelles, des transformations d'organisation pour désiloiser l'entreprise. C'est ça qui a été le point de départ.
Bon, alors justement, comment est-ce qu'on commence à l'incarner? Comment est-ce que vous avez mis ça en place? Et quelles ont été... mais alors concrètement, rentrons dans le concret, Alexandre Bompard, les priorités d'investissement par exemple. Je vais vous raconter une autre anecdote qui ne sortira pas de cette salle, mais qui va vous faire montrer combien c'est un changement culturel à faire. Quand je suis arrivé, j'ai fait comme tout dirigeant normal. Il y a 6 étages à la FNAC pour ceux qui ne sont jamais venus. Et je me suis dit, je vais quand même faire le tour des équipes. J'ai fait 1 étage, 2 étages, 3 étages, 4 étages avec les équipes de l'époque. Et j'arrive au 5e étage. Et là, on me dit, là, ce sont les bons. Ce sont les bons. Les bons. Donc je venais de faire 4 étages et de rencontrer 700 personnes. Et donc je me dis, c'est quand même rude. Hein, c'est-à-dire qu'il y en a quand même vu 700. Et je dis, bah, donc qui c'est? Et là, c'était Fnac.com. Ouais. Et là, je me suis dit, c'est pas gagné cette affaire-là. Ouais. Parce que Fnac.com, qui faisait 8-9% du chiffre d'affaires, ne va pas sauver la Fnac, c'est impossible. Ouais. C'est impossible. Ouais. Mais si toute l'entreprise s'est convaincue de 2 choses, ouais. À la fois, les équipes de Fnac.com pensent que c'est eux qui détiennent le futur. Les autres équipes pensent qu'elles ne peuvent pas en bénéficier, qu'elles n'ont plus le niveau et qu'elles ne peuvent pas se développer grâce à Fnac.com, la partie est perdue. Et il ne fallait pas s'étonner alors, je vous réponds tout de suite après Stéphane, il ne fallait pas s'étonner du fait que le 2e tour que j'ai fait, c'est-à-dire le tour des magasins, quand je disais quel est votre concurrent principal, moi je m'attendais à ce qu'on me dise Amazon, Cdiscount, Darty, Boulanger, que sais-je encore. On me répondait Fnac.com. Je me disais, ça c'est quand même un 2e problème. Et quand je posais la question à mes coéquipiers de l'époque en leur disant, mais qu'est-ce que vous en pensez? Un type me disait, ils sont stupides. Ils n'étaient pas stupides du tout, les vendeurs dans les magasins. Mais bien sûr. Ils avaient absolument raison de penser que leur concurrent principal, c'était Fnac.com. Voilà un site internet qui portait le nom de leur marque, qui avait des prix différents et pour lequel ils n'étaient intéressés en rien à la vente qu'éventuellement, s'il leur était passé l'idée par la tête, ils auraient déclenché sur Fnac.com. C'est ça le choc culturel de l'entreprise. Il faut mesurer que vous aviez 2 mondes. François connaît ça très bien, d'ailleurs je le vois hocher de la tête, avec une direction commerciale pour Fnac.com, une autre pour les magasins, marketing, pareil, etc. Donc pour vous répondre, ce qu'on a déjà fait, c'est tenter, pardon du jargon, de désiloiser l'entreprise. C'est-à-dire de dire, moi j'ai dit aux équipes de Fnac.com, vous avez l'air super, mais franchement tout seul, vous m'intéressez pas du tout. Et même je vais vous dire, votre chiffre d'affaires du mois, tout seul, ne m'intéresse pas. Ouais. Ce qui m'intéresse, c'est le chiffre d'affaires que vous allez déclencher dans les magasins. Ouais. C'est ce que vous allez permettre d'apporter à l'ensemble. Et là, votre côté super, start-up qui va vite, etc., parce qu'ils étaient formidables, hein, les gars, ils sont toujours, là, ça va nous apporter quelque chose. Et donc, ce qu'on a déjà fait, c'est transformer les organisations. Ça a l'air idiot, c'est pas très sexy, mais c'est cette idée qu'il faut des organisations commerciales, marketing, logistique, uniques pour l'ensemble de la maison. Après, on a investi dans les systèmes informatiques. Oui. Transformer les organisations, ça veut dire aussi très prosaïquement intéresser tout le monde au chiffre d'affaires de tout le monde. Absolument. C'est l'acte fondateur, ça? C'est un des actes clés. Un des actes clés pour que les vendeurs se disent Fnac.com, ça devient mon atout, voilà. Mon allié. C'est 2 choses. C'est un de se dire que pour le vendeur, tout à coup, il résout le problème principal que vous avez quand vous avez dans des magasins avec des stocks contraints, c'est-à-dire je l'ai en fait, le produit, il est dans mes entrepôts. Ouais. Donc, il faut qu'ils s'en convainquent. Et puis ensuite, il faut qu'ils soient intéressés à cette vente-là. Et en effet, on a changé les modalités de rémunération variable pour que le vendeur, quand il déclenche la vente sur Fnac.com, ça soit sa vente. Ouais. L'étape d'après, d'ailleurs, parce qu'il y a une étape d'après, c'est il y a un certain nombre d'acteurs qui font ça. On regarde, c'est intéressant, c'est de dire, au fond, quel que soit le vecteur par lequel s'est fait le chiffre d'affaires, il vient dans le magasin. Je m'explique, vous êtes à 300 mètres du magasin des Ternes, vous êtes à la terrasse du café, si vous faites une commande sur le mobile Fnac.com, sur l'application Fnac.com, c'est pour Ternes. C'est cette idée qu'en fait, c'est l'idée d'après, en tout cas c'est un schéma d'après, c'est pour que vraiment le magasin en permanence et les vendeurs en permanence se disent faut que je pousse mon Fnac.com et il faut que je dise au gars quand il sort du magasin, n'oubliez pas si vous avez envie d'acheter demain le magasin, de le commander sur le mobile. C'est l'étape d'après, vous géolocalisez le chiffre d'affaires et vous le rapportez au magasin le plus proche. Mais en tout cas, nous, ce qu'on a fait, c'est vous déclenchez du chiffre d'affaires à partir du magasin vers Fnac.com, c'est dans votre rémunération variable. Quand vous avez fait ça, vous n'avez pas tout changé. Hein. Non. Je suis sûr que vous avez tous des expériences en magasin, ça arrive évidemment encore, où vous allez, vous demandez le produit, le type vous dit je ne l'ai pas et il ne vous dit pas du tout d'aller le chercher sur Fnac.com. Néanmoins, la majeure partie aujourd'hui de nos vendeurs et de nos équipes, parce qu'elles mesurent bien que c'est un formidable atout, elles renvoient sur Fnac.com et ça rentre dans leur rémunération variable. Et puis après,
il y a les investissements très lourds, parce que c'est une course à l'investissement, cette affaire-là. Les investissements dans les systèmes logistiques, dans des nouveaux entrepôts, dans l'automatisation des commandes pour être capable de livrer en 1 heure en magasin, de livrer à partir de magasin en 3 heures à domicile. Tous ces systèmes-là logistiques très lourds, parce que quand vous avez un système multicanal, vous avez une pluralité de choix de livraison possibles. Absolument. Et pour ça, il faut que vos systèmes logistiques, et on a la chance d'avoir, je crois, un système logistique extrêmement performant. On a beaucoup investi dessus, on a de très bonnes équipes. Il faut là-dessus, c'est vraiment la mère de toutes les batailles. C'est-à-dire qu'il faut être capable de dire au client qu'est-ce qui vous arrange demain, ou dans 1 heure d'ailleurs. Et ça, c'est mon affaire d'arriver, grâce au système informatique et logistique, à vous livrer et à vous délivrer le produit tel que vous le souhaitez. Ça se compte en millions d'euros, dizaines de millions d'euros, ce qu'il faut investir pour réaliser tout cela. Ça se compte en grande masse de dizaines de millions d'euros. Ça se compte en grande base de dizaines de millions d'euros. Parce que pendant que vous faites tout ça, le commerce, il ne reste pas figé. C'est-à-dire que pendant que vous faisiez, et c'est le mobile qui m'y fait penser, pendant que vous faisiez cette transformation, le commerce lui-même, il était en train d'évoluer très très vite et il était en train lui-même de basculer très très vite vers le mobile. Donc il ne fallait pas perdre de vue aussi que... Non, il y a 2 choses. C'est que c'est encore plus grave ou encore plus difficile que ce que vous venez de dire. Parce que pendant qu'on faisait tout ça, nos marchés s'effondraient toujours. Oui, j'allais y venir sur les produits, mais d'abord sur la technologie, c'est-à-dire il fallait... La technologie, bien sûr, et notamment le mobile qui est au cœur de tout, et au fond, qui est le... Il a fallu que vous le rattrapiez, parce qu'au départ, il n'est pas là quand vous débarquez. Surtout qu'il est le pont naturel entre le physique et le digital. C'est ça. Et nous, on n'était pas dedans. Ouais, voilà, exactement. Donc on a développé des applis qui, d'ailleurs, je crois, ont été même primées par la FEVAD, je crois, d'ailleurs, l'année dernière. En interne ? Oui, on a développé en interne des applis, pareil sur la billetterie, pour être en mobilité extrêmement performant et aussi performant que nos principaux concurrents. Et puis pour revenir aux produits en même temps, on a en effet des produits qui font comme ça. Et donc il a fallu dans le même tempo, et ça c'est le deuxième grand axe de la stratégie, le premier c'était l'omnicanal, le deuxième c'était de dire c'est quoi les relais de croissance ? Parce que vous pouvez faire un système omnicanal, mais si vos marchés font comme ça, voilà, ça fait quand même moins 10. Alors vous êtes un peu meilleur, parce que vous gagnez des parts de marché, ce qu'on arrivait à faire, parce que le système était meilleur, mais en même temps, si les marchés sont mauvais, ils sont mauvais. Et donc là, on a cherché des relais de croissance et nous, on a identifié 2 grandes familles de relais de croissance. Une qui est classique quand vous êtes commerçant, mais qui n'était pas classique du tout à la Fnac, c'est les nouvelles familles de produits. Cette idée que moi, j'avais la conviction que la Fnac n'avait pas vocation, que ça ne faisait pas partie de son ADN, comme on dit pompeusement, éternellement, d'avoir le même mix produit, mais qu'au contraire, elle était capable d'intégrer une nouvelle famille de produits. Et on a intégré 5 nouvelles familles de produits qui vont de la téléphonie aux objets connectés, à la papeterie, le jeu jouet, maison et design, qui représentent aujourd'hui 13% du chiffre d'affaires. Quand vous faites 4 milliards et que ça fait 13% en 2 ans, c'est que ça a poussé très vite. C'est dingue. Et puis en même temps, ça c'était le premier mouvement de recherche de relais de croissance. Le deuxième, c'était de se dire, ces fameux magasins là dont on nous dit qu'il faut les fermer, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas le contraire et pourquoi on n'en ouvrirait pas ? Mais on ne va pas en ouvrir comme on en ouvrait avant, on va l'ouvrir selon 2 nouvelles modalités. La première, c'est qu'on va l'ouvrir avec des partenaires, et ça, c'est le développement de la franchise, parce qu'on n'a pas la capacité de faire tous ces investissements en même temps. Ça commence, ça, le développement de la franchise. Ouais, on a 50 magasins maintenant en franchise. 50 magasins en franchise. On en a ouvert 50 depuis 2 ans et demi. Mais il fallait d'abord rétablir une certaine confiance dans la marque et dans le business model pour pouvoir le faire. Oui, exactement. Ouais, voilà. Exactement. On l'a fait au bout d'1 an et demi, 2 ans, parce que non, mais tout simplement parce que les franchisés au début, ils en ont aucune envie. Quand on a vu les premiers franchisés en leur disant ça vous intéresserait pas une petite Fnac de 200 mètres carrés, ils nous regardaient en nous disant une Fnac de 200 mètres carrés, non merci. Maintenant, on a ouvert avant-hier avec Intermarché à Dole. Maintenant, ils se battent. Et maintenant, il y a un petit combat pour ouvrir. Donc ça, c'est une grande satisfaction. Alors, on l'a fait dans des villes moyennes et puis on l'a fait dans des points de trafic, dans des zones de trafic, les gares et les aéroports notamment, en se disant, là, on a peut-être un petit avantage à jouer parce qu'il y a du trafic fort. Et on a ouvert, en effet, dans les gares et les aéroports. Et ces 2 grandes voies, nouveau format de magasin, développé principalement en franchise, et puis nouvelle famille de produits, ça nous a permis d'avoir des relais de croissance. Et c'est parce qu'il y avait cette possibilité, alors j'ai appris qu'on ne disait plus omnicanal, et finalement vous avez raison, c'est de la vente, tout ça c'est de la vente. Il y avait ces nouvelles possibilités de vente que vous aviez développées qui vous permettaient d'avoir ce nouveau format de magasin. Oui, parce qu'avant c'était pas possible. Voilà, c'est exactement pour ça. C'est-à-dire, si on ne pouvait pas développer des magasins de 500 mètres carrés, c'est parce que évidemment, vous n'avez pas la profondeur de la gamme. Or, la Fnac, dans son code génétique, il y a cette idée que vous avez une profusion de produits disponibles fort. Et donc, c'est le modèle omnicanal qui vous permet d'avoir des formats de 150 mètres carrés avec
une offre large. Dans vos nouvelles familles de produits, je crois qu'à un moment, vous n'en pouviez plus quand vous parlez des cafetières. Hein, c'est vous qui le faisiez à chaque fois. Voilà, absolument. Est-ce qu'il y a eu quand même à un moment, parce que c'est ça aussi qui fait l'attrait de la marque, une dose de provocation. Est-ce que vous vous êtes dit, on va leur mettre de la papeterie, ça va surprendre personne, on va leur mettre des cafetières et là ils vont en parler. Ça me fait plaisir que vous me disiez ça. C'est ça le truc. Moi je me suis dit on va commencer par ce qu'on a appelé, parce qu'il fallait quand même qu'on trouve un terme un peu marketing, maison et design, mais qui est en effet du petit électroménager un peu innovant, parce que je me suis dit ça va frapper les esprits. Ouais, c'est ça. On va enclencher un processus de diversification tant en externe qu'en interne. Alors on l'a pas fait n'importe comment, hein. On n'a pas diversifié pour diversifier et on n'a pas fait, c'était pas de la provocation, c'est quand même un peu sérieux. On a testé les clients. On a fait un gros travail de test avec toutes les équipes marketing. Et puis, on a vu cette famille qui était acceptable par les clients. Et moi, je me suis dit, on va commencer par celle-là, parce que celle-là, elle va vraiment donner le coup d'envoi. Et d'ailleurs, ça n'a pas manqué, parce que vous vous souvenez des papiers il y a 4 ans, quand la Fnac perd son âme, tout ça va faire écrouler, les clients vont jamais revenir, les adhérents vont rendre leur carte, tout ça. Pourquoi pas d'ailleurs? Non, mais en plus, ça s'écoute, et puis après, je fais ça sérieusement. Du chiffre d'affaires. Et maintenant, c'est 13% du chiffre d'affaires. Ouais, sacré leçon. Bon, au milieu de tout ça, il y a, comme on dit aussi, des hommes et des femmes. C'est-à-dire que tout ce que vous décrivez là, et qui quand même, semble une symphonie remarquablement écrite et parfaitement interprétée, je pense qu'il a fallu... au milieu, vous avez un corps social, et puis alors, pour le coup, il est très fort. Il a une grosse tradition. Il est assez âgé ou pas, d'ailleurs? C'est quoi la moyenne d'âge de l'ensemble de ceux qui travaillent à la Fnac et de l'ensemble de ceux que vous avez fait muter? Une moyenne d'âge autour de 45-47 ans. Oui, c'est ça. Donc voilà. Comment on fait? Comment est-ce qu'on réunit l'ensemble de ceux qui sont là? Comment est-ce qu'on les convainc qu'il va falloir changer? Ça, c'est le dernier sujet où je donnerai des conseils généraux, parce que par nature, c'est fragile, par nature, c'est lié aux entreprises, et puis à son style de management personnel. C'est une réunion de tout ça. Et puis, c'est toujours fragile. Ça peut toujours vous échapper, une transformation. Aujourd'hui comme hier. Les gens qui me disent, vous avez fait le gros maintenant. Non, ça peut toujours vous échapper. Vous pouvez toujours perdre le corps social. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, parce que c'est des mutations tellement profondes. C'est tellement un changement de modèle. Il faut toujours être prudent. Ce qu'on a fait, nous, en tout cas, c'est de faire 3-4 choses assez simples. Un, c'est de leur dire la vérité très vite. Moi, au bout de 3 mois, après avoir fait le tour un peu de tous les magasins, dans tous les pays, dans tous les entrepôts, tout ça, je me suis dit quand même, le modèle, si on ne le touche pas, on a un gros sujet. Ouais. Et au fond, la première fois que vous l'exprimez aux équipes, c'est horriblement anxiogène, mais confusément, ils vous savent gré de l'avoir fait. Et donc, on a d'abord tenu un discours de vérité en disant, si on ne bouge pas, ça passe pas. Ils le savaient, non, au fond de... C'est la première fois que vous leur dites. C'est la première fois que vous avez un management qui leur dit ça passe pas. Ouais. Alors peut-être que j'étais au moment où on pouvait le dire et peut-être qu'avant ça passait. Hein, mais moi en tout cas je me suis dit ça passe pas. Ouais. Très vite après ça il faut dire voilà ce que je vous propose. C'est ce qu'on s'est dit omnicanal, à l'époque multicanal, appelons-le comme on veut. En tout cas combinaison physique et digitale et relais de croissance. Et il faut le communiquer partout, parce que c'est un métier avec des réseaux, avec de la granularité, avec un corps social fort, et il faut y aller soi-même. Il faut mouiller la chemise, parce qu'il faut que le discours, vous le passiez vous-même. Et ça, je crois que c'est important. Après, il faut travailler sur vos organisations, je le disais, casser les silos, casser les baronnies, créer cette idée qu'on travaille tous pour une marque fantastique Fnac, qu'on soit physique ou qu'on soit digital. Ensuite, régler ces sujets qui sont débloquants. On le disait, la rémunération de Fnac, des magasins vers Fnac.com. Former et encore former. Ce que vous pouvez faire de pire dans nos métiers à nous, physiques, hein, je pense qu'il y a quelques acteurs de la distribution combinés, mais ce que vous pouvez faire de moins pertinent quand vous êtes manager d'un truc comme ça, c'est de se dire, je vais couper mon budget formation. Vous remontez le résultat en 1 an, hein, c'est pas très compliqué, puis c'est gros les budgets formation quand vous avez beaucoup de gens. Mais dans un monde qui évolue autant, il faut redonner à ces vendeurs qui ont le sentiment d'avoir été, dont l'expertise a été mise en cause, il faut leur redonner de la méthode. Il faut leur dire voilà comment on vend aujourd'hui au temps du digital. Une fois que vous avez fait tout ça, il faut avoir un petit peu de réussite, il faut que ça s'enclenche bien et après, il faut continuer, toujours. Vous étiez, maintenant aussi, c'est quelque chose qui est en train de revenir très fort, c'est-à-dire qu'il faut du monde dans les magasins. Il y a 4 ans, ce n'était pas une évidence du tout. Et c'est la contrainte qui vous a fait garder tout le monde, parce que, et on va en dire un mot aussi, parce qu'on oublie un élément de la tempête, c'est qu'il fallait rentrer en bourse.
c'est qu'il fallait assez vite se mettre d'équerre parce qu'il y avait un actionnaire qui exigeait que les choses soient faites assez vite. Donc c'est la contrainte qui vous a fait garder tout le monde, ou vous aviez déjà cette idée que oui, il fallait garder du monde en magasin et que le commerce avait besoin encore de vendeurs aujourd'hui? Moi, là-dessus, j'avais deux convictions. J'en avais une qui était: il faut qu'on abaisse nos charges de structure, il faut qu'on abaisse nos points morts, sinon le modèle passe pas. Et ça nous a conduit à faire des profonds plans d'économie pour abaisser les charges de structure. Et j'en avais une deuxième, c'est: il ne faut en aucun cas affecter la force de vente. Ouais, en aucun cas, parce que sinon vous perdez la raison unique, enfin principale, pour laquelle vous venez en magasin. Tout comme j'en avais une deuxième qui n'est pas sur le personnel mais qui est la même, c'est: il faut investir dans les magasins. Et encore, on n'investit pas assez dans les magasins parce qu'il faut, dans ce monde aujourd'hui où tout est possible par son mobile, il faut trouver des raisons pour les gens de venir en magasin. Et les deux raisons, c'est: j'ai une expérience client sympa parce que le magasin est chouette, parce que je peux toucher, tester, lire un bouquin si j'ai envie ou essayer un iPad, et j'ai des experts compétents et disponibles. Ouais. Et donc, vous n'avez pas le choix. Le cercle vicieux, c'est quand vous vous dites: je touche la force de vente. Dans ce cas-là, c'est fini. Ouais. C'est le truc ultime, ouais. Mais vous n'avez plus aucune chance de relever le modèle. Et donc, on s'est, de manière obsessionnelle, on s'est dit: on ne touche pas cette force de vente, même si ça nous coûte un peu de résultat pendant quelques temps. Bon, alors maintenant, si on se projette à, je ne sais pas à combien vous voulez vous projeter, à 2 ans, à 3 ans, ou peut-être même à 6 mois d'ailleurs, quelle transformation vous avez devant vous? Quelles transformations vous choisissez? Quelles transformations sont peut-être rendues obligatoires par la concurrence qui elle-même s'adapte et ne perd pas de temps et bouge aussi beaucoup? Darty, en partie, bouge aussi beaucoup, aussi sur son ADN. Comment est-ce que vous voyez les prochaines années ou les prochains mois? D'abord, vous disiez en un mot, on a été introduit en bourse il y a 2 ans. Et la bourse, ça s'était fait, enfin, vous connaissez ça pour certains d'entre vous, que vous avez à concilier deux espaces-temps qui sont totalement inconciliables. 3 mois, ouais. Le trimestriel, ouais. On vient de finir le semestre, ouais. Et cette vision que vous devez donner, alors selon les cas, c'est 3 ans, 5 ans, 10 ans, ça dépend de votre capacité à vous projeter. Moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est que ce modèle de commerce global, connecté, il est encore très imparfait, même si on est en avance sur les autres, je crois, mais il est imparfait, c'est pas encore assez fluide. On a encore plein de novations, de services, de capacité à créer des parcours plus fluides en magasin, de transversalité entre le physique et le digital, et ça, c'est la mère de toutes les batailles. Juste, je me permets une incise, mais il y a un chiffre qu'on n'a pas donné et qui, moi, m'avait impressionné, mais justement, je ne l'ai plus en tête. Je sais lequel c'est qu'on réalise aujourd'hui 40% du chiffre d'affaires de Fnac.com est relié au magasin. C'était 3% il y a 3 ans. Et encore... Quand vous dites relié au magasin, c'est-à-dire qu'il est initié, initié dans le magasin. Initié ou retiré. Initié ou retiré. C'est ce qui, 40%. C'est ce qui combine le physique et le digital. Et encore, on est encore loin du compte en termes de fluidité de tous les systèmes. Et ça, c'est ce qu'on a devant nous. Ce qu'on a devant nous, c'est vraiment d'arriver à convaincre nos clients qui sont face à une marque qui est présente sur le physique et sur le digital. C'est la même, elle leur offre les mêmes produits, les mêmes services, elle leur offre le même prix, et c'est ça qu'on a devant nous. Qu'est-ce qui pousse un client? C'est essentiellement les frais de livraison, ou vous arrivez à l'attirer dans le magasin pour d'aller retirer son colis en magasin? La principale raison, c'est qu'il y a des tas de gens qui n'ont pas de concierge chez eux, hein, donc c'est plus simple. Ils viennent en magasin, c'est la gratuité, ouais. C'est le plaisir d'être en magasin, et le modèle omnicanal, il a cette vertu formidable, parce qu'on a plus d'un tiers de nos clients qui sont venus uniquement pour chercher un produit, qui en achètent un autre. Ouais, c'est ça. C'est là que le modèle est bien fait. Ouais, quand il tourne bien, c'est comme ça que ça marche bien. Voilà. Bon, mais vous ne nous avez pas donné les perspectives à justement 2 ans. Moi, je dis à mes équipes, parce qu'on est en train de présenter le plan Fnac 2020, donc je ne vous les donnerai pas, parce que ça sera en octobre, et puis de toute façon, je ne sais pas ce qu'on va faire. Mais en gros, moi, ce que je pense, c'est que ce qu'on a devant nous est une révolution plus rapide et plus accentuée que ce qu'on vient de vivre. L'économie collaborative, c'est là, c'est encore comme ça, mais ça va aller très vite. En quoi ça vous impacte, ça, l'économie collaborative? Ça va impacter les modes de financement, les modes de présentation des produits. Demain, probablement, l'économie collaborative, elle sera dans nos magasins. Qu'est-ce qu'on fera avec l'impression 3D? Ça sera quoi ce modèle où, Mais attendez, économie collaborative, j'ai dit, mais la Fnac pourrait vendre de l'occasion, par exemple, et pourrait participer à cette... Elle le fait déjà? Elle vend déjà de l'occasion. Et ça progresse à très vive allure, mais elle pourra demain présenter des produits qui auront été fabriqués
par des clients. C'est-à-dire ce modèle top-down du producteur au consommateur, il va voler en éclats et nous, il faut qu'on soit un acteur de ça. Et pour ça, on a un atout formidable, c'est qu'on a restauré un climat de confiance avec des jeunes startups, avec des grandes entreprises aussi de plus grande taille. Et on est redevenu un lieu où l'innovation se fait et où on aime bâtir des partenariats. Parce qu'on ne fait pas ça tout seul. Moi, c'est un autre changement culturel qu'on a introduit, je crois, toute l'équipe, c'était de dire arrêtons de penser qu'on va tout faire tout seul, c'est impossible. On avait parlé un jour du livre numérique. Ça, je vous avais dit quand je suis arrivé. Kobo, je suis un fan de Kobo. Vous vous souvenez, on avait parlé de ça. Et absolument. Quand je suis arrivé, Amazon arrivait sur le marché 6 mois après, et je venais aux équipes de l'époque, et je dis comment on est sur le livre numérique? Et on me dit ben voilà les 2 ingénieurs qui étaient super. Mais je me disais, ils sont 1500 pour Amazon, donc on ne va pas y arriver. Et donc là, on a fait le tour du monde, on est allé chercher Kobo et puis on a développé ça. Et ce partenariat-là, il nous a permis d'en développer plein d'autres parce qu'aujourd'hui, on voit plein d'entreprises, et ça, c'est une grande satisfaction pour moi, pour toutes les équipes, qui ont envie de faire des choses avec la Fnac. On est redevenu un acteur traditionnel qu'on est, et on l'assume très bien, un peu patrimonial, mais avec laquelle les jeunes startups, les jeunes entreprises, j'espère qu'il y en a ici, ont envie de faire des choses, et on le fait dans tous les domaines, du marketing, du digital, en permanence. Mais ce que je peux me permettre, mais ce que je trouve formidable avec Kobo, d'abord, c'est que c'est formidable, mais surtout que sur je pense que les marges sur la librairie, etc., doivent être quand même pas les marges les plus spectaculaires que vous puissiez trouver à la Fnac, Alexandre Bompard. Et vous auriez très bien pu dire, bon ok, là on est à la rue, c'est pas très grave finalement, le livre dématérialisé, moi de toute façon ma stratégie elle est omnicanal, le livre dématérialisé il passera jamais par le magasin, et blablabla et blablabla. C'est-à-dire, vous avez décidé de ne rien lâcher du territoire qui était le territoire emblématique de la Fnac. Vous avez raison, parce que moi je suis obsédé par la bataille du livre, moi. C'est-à-dire, vous savez, de temps en temps, on me dit, mais alors la Fnac, est-ce que vous allez vous retirer des produits culturels, etc. Mais il n'y a pas de schéma où on perdrait la bataille du livre. On n'a déjà pas pu ou pas su. Mais pourquoi? Mais enfin, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on n'a déjà pas pu, pas su mener la bataille du numérique sur la musique au début des années 2000. iTunes est arrivé, Deezer, Spotify, on a lancé notre produit, mais plus tard, et c'était évidemment très tard. Le livre... c'est un produit fort pour nous, d'abord parce qu'il représente un chiffre d'affaires important, parce que les produits, c'est des produits de trafic par excellence, parce que ça fait partie de l'identité, les produits culturels. Et donc moi, quand je suis arrivé, je me suis dit, la bataille de la vidéo et de la musique, on verra si on peut, sur la vidéo et la musique numérique, faire quelque chose. Et on a fait quelque chose, mais la bataille du livre numérique, on ne peut pas la perdre. On ne peut pas perdre tous les contenus numériques. Et celle-là, il faut la mener. Et c'est pour ça qu'on a fait ce partenariat avec Kobo, qui est une bataille difficile, parce que Amazon et le Kindle, évidemment, sont formidablement innovants. Mais c'est une bataille, la bataille du livre, on ne peut pas la perdre. On ne peut pas perdre un autre contenu numérique. Vous m'autorisez encore une question? Non, parce qu'il y a les clients aussi quand même. C'est-à-dire que l'ensemble de cette révolution que vous avez décrite là, les clients ont suivi, ou il y a eu un changement des clients, il y a eu un renouvellement des clients, ils sont toujours assez âgés, ou vous avez réussi à les rajeunir? Comment est-ce que ça se passe? C'est pas plus mal qu'ils soient âgés d'ailleurs, un fort pouvoir d'achat, etc. et tout va bien. Mais c'est la magie de cette entreprise-là. Et ça dépasse de loin notre équipe. Et ce qu'on fait, c'est qu'il y a un attachement quand même exceptionnel. Quand je dis attachement, c'est vraiment le mot, je crois, bien choisi, à cette entreprise-là. Et au fond, nos clients, confusément, ils se sont dit, tiens, cette équipe-là, enfin, en tout cas, ils ont l'air d'essayer des trucs, quoi. Et ils ont envie de nous accompagner. C'est-à-dire, c'est une marque à laquelle les gens donnent un sentiment naturellement plutôt positif quand elle prend des initiatives. Moi, j'étais convaincu de ça. Quand je suis arrivé, les équipes me disaient souvent, ça, c'est pas Fnac, ça, on l'a déjà fait, ça, on l'a déjà raté, ça, on peut pas. Je me disais, si on compte tout ce qui est pas Fnac, il ne nous reste pas grand-chose. Et en plus, je pensais, et c'est vrai, je pensais que les clients avaient naturellement un regard bienveillant sur nos initiatives. Et donc, les clients, ils nous ont accompagnés, ça ne les empêche pas d'exprimer leur insatisfaction. Tiens, on a introduit un autre truc qui a changé complètement le mindset des équipes, c'est on mesure maintenant quotidiennement, magasin par magasin, la satisfaction de nos clients, magasin par magasin, digital par digital aussi. Et ça a totalement changé. Comment on fait ça? On leur demande Oui, on fait chaque jour, par magasin, en sortie de caisse, des sondages, et vous notez de 1 à 9, et vous donnez une note. Et puis ensuite, si vous êtes entre 3 et 6 et vous acceptez, vous êtes rappelé systématiquement et obligatoirement par le directeur du magasin le lendemain. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet... Le directeur du magasin, le premier truc qu'il fait le matin, il appelle ceux qui ont été... Il appelle tous ceux qui sont potentiellement des détracteurs du magasin. C'est-à-dire tous ceux qui ont dit « j'ai eu une mauvaise expérience client ».
Et cette mesure de la satisfaction client, magasin par magasin, moi, c'est le premier élément que je vois le matin. Tiens, je vois le chiffre, je suis quand même commerçant. Et puis le deuxième, c'est que je regarde de 1 à 147 en France, et puis pareil à l'étranger. C'est quoi le ranking des magasins? Et ça fait partie aujourd'hui de la rémunération variable de nos vendeurs. C'est-à-dire que quand vous êtes aujourd'hui vendeur à la Fnac CD, il y a une partie de votre rémunération qui est liée à la satisfaction générale que vous avez su déclencher pour le client. Et ça aussi, ça a été une révolution forte. Et ça a changé le rapport que l'entreprise a avec ses clients. C'est une entreprise qui naturellement était centrée sur ses produits et qu'on est en train, je crois, de centrer progressivement sur ses clients à travers les services et à travers cette mesure permanente de la satisfaction. Et cette révolution-là, on ne peut pas la perdre, parce qu'encore une fois, le bien le plus précieux, et je dis ça, on est entre nous, donc ce n'est pas une position publique, c'est vraiment le corps de client qu'on a. Et donc, le fait qu'on mesure la satisfaction permanente, en permanence, le fait qu'on introduise des services adaptés à chacune des demandes des clients, c'est un élément qui a transformer progressivement le regard qu'ont les clients sur nous. Et puis, vous le disiez, on a travaillé à rénover, à rajeunir un peu cette base client. Et ça, c'est toutes les initiatives qu'on prend à travers l'action culturelle, en réorganisant beaucoup de showcases, en réorganisant des manifestations autour du jeu vidéo dans des magasins. Au fond, moi, dans notre génération à nous, on a passé du temps à ne rien acheter à la Fnac. Moi, je suis absolument ravi quand je viens dans les magasins aujourd'hui, et c'est de plus en plus le cas, et je vois des ados dont je comprends très bien qu'ils ne dépenseront pas 1 euro de la journée. Mais là, on a gagné la partie. Quand ils sont à la Fnac, on a gagné la partie. Mais bien sûr. Bon, ben merci beaucoup, Alexandre Bompard. Merci infiniment et merci de votre attention.